Le scrutin est ouvert. C'est l'épilogue de près de 5 ans de débat. La loi, dite sur la fin de vie, a été définitivement adoptée à l'Assemblée hier soir. Pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté. Avec ce 4e vote, la France rejoint la dizaine de pays au monde à adopter une législation de ce type. C'est une victoire et je m'en réjouis. Et c'est très bien pour la liberté de tout le monde. C'est pas un texte de mort, c'est un texte pour aider ceux qui souffrent. Pour réussir à faire passer un texte qui remue à la fois des questions existentielles et l'intimité des familles, ces instigateurs ont multiplié les garde-fous. Seuls les adultes français ou résidents en France peuvent demander à ce que leur jour soit abrégé. En plus d'être dans un état jugé incurable et dans des souffrances dites insoutenables, les patients doivent aussi être en pleine possession de leur discernement. Ils bénéficieront par ailleurs d'un délai de réflexion pouvant aller jusqu'à 3 mois. Pour tenter de rassurer davantage, le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé qu'il saisirait le Conseil constitutionnel pour s'assurer que le texte est bien conforme à la Constitution. Pas de quoi rassurer pourtant les opposants au texte. Eux parlent ouvertement d'euthanasie. Les médecins conçoivent bien que les motivations des personnes qui demandent une euthanasie ou demandent un suicide assisté, en fait, la réponse, elle peut être très bien fournie par une bonne prise en charge qui, par exemple, enlève la douleur, fait que les personnes ne se sentent pas toutes seules, on leur garantit qu'il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique. Vous voyez, toutes ces motivations qui font que, au bout du compte, il y a très peu de personnes qui persistent dans ce choix lorsqu'ils sont bien accompagnés et qu'ils sentent que leur vie a un sens. Une des craintes des détracteurs du texte, c'est que celui-ci soit progressivement assoupli. Alors, le texte adopté est-il suffisamment encadré? La loi, telle que votée, est-elle trop permissive ou au contraire, trop restrictive? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Jeanne Amourou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infirmière en soins palliatifs, membre du conseil d'administration de la SFAP, qui est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Et selon vous, l'hôpital est dans une situation catastrophique et n'a pas les moyens d'accompagner correctement les patients. Loin d'être un progrès, dites-vous, cette loi est au contraire une régression. À vos côtés, Jonathan Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Selon vous, cette loi est l'une des plus restrictives du monde. Les 5 critères cumulatifs que l'on trouve dans cette loi sont une vraie garantie, dites-vous, destinée à protéger à la fois le soignant et le soigné. Et puis Magali Assor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Selon vous, cette loi a son équilibre malgré un travail législatif qui n'était pas apaisé, mais il y a un manquement concernant le soutien apporté aux professionnels qui pratiqueront l'acte. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous Valérie, et le chiffre du jour. Oui, ce chiffre, Jean-Mathieu, c'est 13, car la France devient le 13e pays sur 195 dans le monde à autoriser légalement une aide active à mourir médicalement encadrée. Parmi ces 13 pays, on trouve le Canada, une dizaine d'États américains, certains États en Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay. Et en Europe, regardez, ils sont 8 pays, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal et dorénavant la France. Emmanuel Macron parlait dès 2023 d'un modèle français de la fin de vie. Jeanne Amourou, est vraiment un modèle d'équilibre où vous y voyez plutôt quelque chose d'instable? J'y vois plutôt quelque chose d'instable et surtout une régression. Les soins palliatifs, ils sont nés dans les années 80 à peu près de 3 grands refus, et notamment le refus de donner la mort à un moment où il y avait des euthanasies clandestines parce qu'on ne savait pas soulager autrement les patients qu'en leur donnant la mort. Et les soins palliatifs, ils sont nés justement de ce refus en se disant c'est pas possible que la seule solution qu'on apporte aux mourants, ça soit de leur donner la mort, on peut faire autrement. Et les soins palliatifs, ça a été un vrai progrès, c'est une vraie révolution dans la manière de prendre en charge les patients, d'arrêter avec le pouvoir médical, de se dire c'est pas au médecin de décider ce qui est bon pour le patient sait très bien ce qui est bon pour lui. Et les soins palliatifs se sont développés depuis 20 ans, malheureusement de manière insuffisante. Et aujourd'hui, il y a un patient sur 2 qui n'est pas pris en charge en soins palliatifs alors qu'il devrait en avoir besoin. Ouais. Et moi, c'est ma colère aujourd'hui. Oui, on va y revenir évidemment. Jonathan Denis, pour vous, c'est un progrès social ou une régression éthique? Non, ce n'est pas une régression éthique. Pour moi, c'est un progrès social. Maintenant, j'insiste
insiste bien, et là on partage tous les deux cette conviction sur les soins palliatifs. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu le vote sur l'aide à mourir, enfin hier, mais il y a 2 mois, il y a eu aussi la promulgation d'une loi sur un accès universel aux soins palliatifs. Oui. J'ai toujours dit que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, voilà, pour moi, la France se dote effectivement de lois qui permettent à chacun d'être respecté dans son parcours de fin de vie et dans sa décision, quelle qu'elle soit, y compris si ça doit être dans le cadre d'une aide active à mourir. Alors, Magali Assor, est-ce que pour vous, cette loi, si on prend un chiffre, cette loi est un progrès finalement en ce sens? Parce que quand on va regarder un chiffre sur ces Français qui partent en Belgique, notamment en 2025, pour bénéficier d'une euthanasie, sont 110. Ils étaient 110. Est-ce que pour vous, justement, cette loi, donc, c'est un progrès par rapport, si on regarde ce chiffre? Alors, moi, je parlerai ni de progrès ni de régression. Cette loi, c'est le processus, c'est le résultat d'une longue concertation avec la question qui a été posée à une convention citoyenne à laquelle le Centre national des soins palliatifs a participé. Et les citoyens, on leur a posé la question, est-ce que le cadre actuel est suffisant? La réponse a été non. Donc c'est un progrès. C'est un progrès, ça étoffe en tout cas les possibilités de réponse sur un certain nombre de situations où la médecine, et même une excellente médecine palliative, peut ne pas avoir de réponse. Et pourtant, Jeanne Amouroux, on a compris votre point, mais il y a 5 critères cumulatifs, comme des garde-fous, dans cette loi, et notamment celui d'être majeur. Les mineurs sont exclus, contrairement à ce que prévoit, par exemple, la loi aux Pays-Bas et en Belgique. Ce cadre n'est pas suffisant, d'après vous, pour éviter les dérives ? Moi, surtout, je pense qu'il est inapplicable dans la réalité. Quand on regarde les critères, effectivement, il y en a 5, ils sont cumulatifs. Comme ça, les revoir là. Oui, bien sûr. Les uns ne vont pas sans les autres, c'est ensemble. Tout à fait. Ils peuvent paraître sécurisants, sauf qu'à l'intérieur, quand on les regarde, il y a une grande subjectivité et qui est laissée à l'appréciation des médecins. Mais pas sur la nationalité, par exemple. Alors, sur la nationalité, effectivement, ça c'est assez clair. Sur le fait d'être majeur, c'est assez clair. La question de l'affection grave et incurable à une phase avancée, même l'HAS, la Haute Autorité de Santé, a bien dit que c'est pas se prononcer là-dessus. Voilà, qu'elle ne savait pas se prononcer là-dessus. Donc, comment, l'HAS le dit, un médecin, ne peuvent pas non plus statuer dessus. Et on voit bien dans la pratique, moi, je me base sur ce que je vois tous les jours avec les patients, que c'est impossible de définir ces choses-là. On sait définir le court terme, le moyen terme, la phase avancée, pardon, on ne sait pas la définir. Et la question de la souffrance est aussi d'une grande subjectivité. Moi, elle me paraît extrêmement, et nous, les soignants, je ne parle pas qu'en mon nom propre, mais les soignants de soins palliatifs, ça nous paraît inapplicable dans la réalité. Magali Assor, je voyais réagir. Oui. La HS, on lui a posé la Haute Autorité de Santé. Haute Autorité de Santé, merci. On lui a posé la question de savoir si elle peut définir ce qu'était le moyen terme, puisque ça avait été un des sujets en débat. Au début des débats, elle n'a pas pu donner un terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Elle a plutôt décrit ce que peut être une phase avancée. C'est l'entrée dans un processus irréversible avec une dégradation importante de l'état de santé et de la qualité de vie. Et c'est peu ou prou ce que le législateur a repris presque textuellement cette définition dans la loi. Alors, Jonathan Denis, il y a un autre chiffre aussi qu'on voulait vous montrer concernant cette possibilité ou pas de dérive. On prend aux Pays-Bas, justement. Là-bas, il y a plus de 10 000 décès par aide à mourir aux Pays-Bas en 2025, soit près de 6% des décès totaux. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir ce type, peut-être dérive ou pas, en France? Alors, je ne considère pas que 6% des décès totaux soient une dérive. Soit on peut considérer que l'aide active à mourir est une dérive. Là, c'est un débat qu'on a eu effectivement pendant de très nombreuses années. Je me permettrai juste, il manque quand même une chose essentielle sur les critères que vous avez affichés. On a parlé de la phase avancée, qui existe quand même depuis des années dans d'autres textes sur la fin de vie, la phase avancée. Donc on a réussi à la définir. Le pronostic vital engagé. Oui. C'est pour ça que ça en fait l'une quand même des lois les plus restrictives au monde. Être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée, vous l'avez très bien rappelé, la définition sur la phase avancée, ou terminale. Et les souffrances réfractaires, on en parlait effectivement, les souffrances réfractaires, il y a aussi les souffrances jugées insupportables par la personne si elle décide d'arrêter ses traitements. On parle de souffrance physique puisque la souffrance psychologique seule ne permettra pas de demander une aide active à mourir. Après, sur la Belgique ou sur d'autres pays... Ce sont souvent des pays qu'on a mis en avant pour des dérives, notamment sur les mineurs. En contre-exemple, quoi. Est-ce que répondre à la souffrance insupportable d'un mineur qui a son pronostic vital engagé à court terme, quelques heures, quelques jours, c'est une dérive, ça chacun d'en juger. Les législateurs à l'étranger
ont, dans un cadre légal et juridique, à la demande de patients, il ne faut pas oublier que toutes les évolutions que vous avez eues dans certains pays, c'est à la demande d'associations de malades, c'est à la demande de personnes malades, c'est à la demande parfois de soignants que ça a eu lieu. Maintenant, on ne va pas être différent des autres pays. On a voulu faire un modèle à la française, on l'a fait très bien. Peut-être qu'il y a des améliorations. Moi, je me bats parce que ce n'est pas la loi que portait la DMD. Maintenant, je crois qu'il faut que les Français s'approprient la loi, comme les Belges se sont appropriés leur loi. Personne ne pense à remettre en cause la loi en Belgique. Et on aura très certainement entre 1 à 3% des décès qui seront consécutifs à une demande d'aide active à mourir. Exactement le nombre de patients qui, dans des soins palliatifs, disent « mes souffrances sont réfractaires ». Alors justement, vous parliez de soins palliatifs et on va voir avec vous, Fanny, on va essayer de définir exactement ce que c'est. En fait, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque les soins palliatifs? Et surtout, ça ressemble à quoi en France? Bien, quand on parle de soins palliatifs, on parle de tous les soins qui sont prodigués aux patients atteints de maladies graves en complément de leur traitement ou aux patients en fin de vie. Tous les malades, disons-le, peuvent en bénéficier, quel que soit leur âge. Le but, c'est d'améliorer leur qualité de vie en atténuant les symptômes de la maladie, à défaut de pouvoir la guérir, et également de soulager la souffrance psychologique. D'ailleurs, les familles des malades sont elles aussi accompagnées par les médecins. On peut recevoir des soins palliatifs chez soi, à l'hôpital, dans des lits dédiés, mais en unité de soins, entre guillemets, classiques. Ça, c'est la grande majorité des prises en charge. 10 000 patients l'an dernier, d'après le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie que vous dirigez, Magali Assor. Et pour les cas les plus complexes, il existe enfin des services spécialisés, les USP, unités de soins palliatifs. Environ 40 000 patients pris en charge l'année dernière. En France, il y a 180 unités de soins palliatifs, avec une certaine concentration en Île-de-France. 18 départements en sont encore totalement dépourvus. Cher, Corrèze, Jura, Haute-Vienne, Mayenne, Tarn-et-Garonne ou encore Vosges, entre autres. Mais dans l'ensemble, le nombre de lits et de prises en charge à domicile ont augmenté sur les 10 dernières années. Cette semaine, dans la Croix, un collectif de 8 personnalités a interpellé les députés en affirmant, je les cite, que l'aide à mourir vient concurrencer une aide à vivre déjà déficiente. Vous êtes d'accord avec ça, Magali Assor ? Moi, je n'oppose pas fondamentalement les soins palliatifs et la fin de vie et l'aide à mourir. Le Centre national a été construit sur ce modèle où on va parler avec tout le monde. Dans notre commission d'expertise, on a la DMD, on a la SFAP, on a tout le monde, parce que c'est des sujets qui sont tellement complexes. Donc, nous, on ne va pas opposer les soins palliatifs et l'aide à mourir. Quand vous parliez au début d'un modèle à la française, c'était quand même un petit peu ça l'idée. C'était et en même temps et en même temps, c'était l'idée du projet de loi initial où il y avait les deux sujets dans le même projet de loi, ce qui ne correspond pas du tout aux sensibilités des mouvements de soins palliatifs qui se sont positionnés en disant qu'administrer la mort n'était pas un soin. Et juste, je voulais rebondir sur le chiffre des 18 départements sans unité de soins palliatifs. Oui. Il faut quand même rajouter que dans ces départements, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs, il y a des lits identifiés de soins palliatifs. Les citoyens ne sont pas sans aucune réponse. Oui, d'accord. Voilà. On va revenir sur les critères avec vous, Jeanne Amoureux. Et je pensais celui qui consiste à être atteint d'une maladie grave et incurable en phase terminale ou avancée. Quid des maladies, des personnes atteintes de maladies dégénératives? Et on pense évidemment à la maladie de Charcot. Ils sont complètement exclus du texte. La maladie de Charcot, c'est une maladie grave, incurable, qui engage le pronostic vital. Donc c'est des patients qui sont tout à fait inclus. Donc on ne parle pas de patients en fin de vie, on parle de patients qui ont un pronostic vital engagé, mais un patient qui a un cancer métastatique a un pronostic engagé, mais peut vivre plusieurs années. Donc c'était aussi important, parce qu'on nous a beaucoup parlé d'un texte très restrictif pour des personnes qui étaient en fin de vie. C'est pas que des personnes qui sont en fin de vie. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, sur la question des 18 départements. Effectivement, il y a des lits identifiés de soins palliatifs, il y a des équipes mobiles. On sait bien qu'aujourd'hui, l'hôpital est dans une situation catastrophique, avec un manque de soins, de soignants qui est majeur. Moi, j'ai bossé en soins palliatifs, mais je bosse aussi en EHPAD et j'ai fait du domicile. Et voilà, moi, j'ai pris la parole dans ce débat parce que, pas pour une question idéologique, mais vraiment par réaction de ce que je voyais sur le terrain, de voir des gens qui sont pas libres. Et on nous parle beaucoup d'une loi de liberté, de patients qui veulent choisir. Moi, ce que je vois tous les jours, c'est pas des patients qui sont libres, c'est des patients qui n'ont pas le choix, qui se retrouvent dans des situations qui sont insupportables parce qu'on n'a pas mis assez les moyens pour s'occuper d'eux. Et voilà. Et nous, le boulot que j'ai fait quand je travaillais en unité de soins palliatifs,
palliatifs qu'on faisait en équipe, c'était justement de s'occuper de ces patients-là qui arrivent dans des situations qui sont extrêmement compliquées, qui sont dans des demandes de mort de manière... Enfin voilà, ça arrive de temps en temps. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on répond à ces patients-là? Alors justement, les opposants au texte redoutent une pression plus invisible que vous évoquez à demi-mot, celle de la solitude, de la dépendance, de la fatigue des proches, du sentiment de devenir un poids. Enfin, c'est en tout cas ce que craint Philippe Juvin, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et par ailleurs médecin. Et moi, une de mes craintes, c'est que oui, il y a des gens qui profitent de la faiblesse d'un certain nombre de personnes pour les pousser à demander l'euthanasie ou le suicide assisté. Ne croyez pas que c'est un fantasme. L'abus de faiblesse, ça existe malheureusement. Et en tant que médecin, j'en vois malheureusement trop souvent. Jonathan Denis, qu'est-ce que vous répondez justement à celles et ceux qui craignent cet abus de faiblesse? Je vais répondre directement à Philippe Juvin. Il a voté contre un texte, mais il aurait été utile qu'il le lise, puisque à l'intérieur du texte, dans la procédure, il y a bien expliqué que le médecin, s'il constate une pression externe pour pousser quelqu'un vers l'aide active à mourir, aussitôt ça suspend la procédure. Mais il y a un moment donné, sur les opposants au texte, il va quand même falloir se parler très franchement. On nous a expliqué toutes les dérives à l'étranger, que ça allait pousser des personnes externes pour un héritage, pour de l'abus de faiblesse, etc. On regarde ce qui se passe à l'étranger. Soit ces opposants n'ont absolument aucune connaissance de la législation étrangère et n'ont pas lu le texte, et à ce moment-là, on peut se reprendre du temps, même si elle doit voter pour reparler de tout ça, soit on est dans un mensonge depuis le départ, parce que ce n'est pas ce qui se passe à l'étranger, ce n'est pas ce qui va se passer en France. C'est justement pour ça qu'il fallait un texte bordé. Vous aviez au début un délit d'incitation, un délit d'entrave. Ça judiciarisait le texte. Il y a un choix qui a été fait, c'est d'enlever ces délits. Je n'étais pas contre qu'il y ait les deux dans le texte. Ouais. Un seul, ça me posait problème. Les deux dans le texte, ça ne me posait pas de souci. Maintenant, laissons vivre la loi telle qu'elle est et arrêtons de passer sur des fantasmes qui n'existent pas et qui n'ont pas à exister. Monsieur Jeanne-Amour, vous vouliez réagir? Mais en fait, je crois que c'est vraiment pas un fantasme. Quand on regarde, on nous demande de vérifier si effectivement les patients sont victimes d'abus de faiblesse, etc. Il faut se rappeler que c'est que les soignants, des médecins qui vérifient ça. Moi, je bosse tous les jours. Vous l'avez constaté? C'est extrêmement difficile quand vous avez un patient qui arrive de repérer ce genre de choses. Est-ce que c'est vraiment aux soignants à qui on va demander d'évaluer ces 5 critères plus la question de l'abus de faiblesse? On nous met une charge qui est extrêmement importante. Est-ce que les délais sont extrêmement courts, 15 jours maximum pour rendre ça, on n'en a pas assez parlé, mais 15 jours maximum pour rendre une réponse, 48 heures de délai de réflexion pour le patient. Ça peut aller extrêmement vite. Et la commission, on avait demandé, est-ce qu'il y a une commission de contrôle a priori avant le décès? Là, c'est une commission de contrôle a posteriori, post-décès. Donc après, du moment où on se dit ah bah mince, il y avait un abus de faiblesse, mince, il rentrait pas dans les critères, le patient est déjà décédé. Et vraiment, c'est en ça que nous, les soignants, on est extrêmement inquiets. On nous met un poids sur les épaules qui nous inquiète et on se sent pas capable. Maggie Lassor. Pour nuancer un petit peu sur l'évaluation et la charge, dans pas mal de législations à l'étranger, la procédure, c'est un médecin, puis un autre, puis un autre. Là, dans le modèle qui a été choisi, c'était vraiment de faire un collège, collégial, comme dans le cas de la sédation profonde et continue. Donc vous avez le médecin qui est sollicité, vous avez un médecin spécialiste de la pathologie, et vous avez les soignants qui connaissent la personne. Si la personne est dans un établissement médico-social, il peut y avoir des psychologues, il peut y avoir les proches à la demande de la personne de confiance. Donc ça peut être un collectif. Et le législateur est allé jusqu'à écrire quand même dans une loi, où la loi c'est quand même des grands principes, de dire que cette réunion, elle doit se tenir en présentiel, que tous les rendez-vous avec le médecin doivent être en présentiel, il n'y a pas de téléconsultation. Donc je pense qu'il y a cette préoccupation de vraiment aller chercher le consentement le plus libre possible. Fanny. Jeanne Amourou, les soignants comme vous aurez une clause de conscience qui vous permet de ne pas pratiquer vous-même le suicide assisté ou l'euthanasie. Comment fait-on si, tous ensemble, vous exercez cette clause? Nous, ce qui me rend aussi en colère et triste aujourd'hui, c'est que cette loi elle a été faite sans les soignants de soins palliatifs qui se sont massivement opposés à ce texte. Une fois de plus, pas par idéologie, mais c'est des soignants du terrain qui ont été consultés plusieurs fois, à plusieurs reprises, et qui massivement disent leur opposition. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été répété, les inquiétudes, les garde-fous qui ont voulu être mis, aucun n'a été écouté. La question de la clause de conscience, on nous a beaucoup dit ça, mais vous inquiétez pas, vous serez protégés. Moi, quand je pense en EHPAD, je suis une seule infirmière toute seule pour 70 résidents. Il n'y a personne d'autre.
il y a des aides-soignants, il y a des ASH, mais il y a beaucoup d'EHPAD où il n'y a pas de médecin coordinateur. Il y a des médecins traitants, mais en fait qui sont en nombre insuffisant. Qu'est-ce que je fais si on me demande d'appliquer, de faire une euthanasie ou un suicide assisté, parce que c'est ça les termes, alors que je suis toute seule comme infirmière. Et en fait, dans la réalité du terrain, alors à Paris, c'est sûr que ce sera peut-être plus facile de poser sa clause de conscience. Dans la réalité, on nous demande en plus de le faire dans des délais qui sont ultra courts. Et vraiment, je ne vois pas comment on peut la mettre en place. Un mot, j'ai entendu, aussi sur ce processus démocratique. On a vu tout de même aujourd'hui une convention citoyenne, on a vu des débats, ça a duré longtemps. Est-ce que vous avez compris aussi pourquoi finalement aujourd'hui il semble toujours du côté de l'exécutif avoir un doute? On sait que Sébastien Lecornu va demander au Conseil constitutionnel de se pencher dessus. On a l'impression que les politiques sont en retard dans leur débat par rapport aux Français. C'est pas que sur cette question-là, sur toutes les questions. Oui, d'accord. Ils ont été en retard. Après, je veux juste vous rassurer vraiment sur la clause de conscience. S'il vous plaît. Non. Je serai respecté. Alors, je veux répondre sur démocratiquement parce que ça rebondit à ce qui a été dit. Démocratiquement, c'est un demi-siècle de débat. On a connu moins démocratique quand même. Un demi-siècle. Première proposition de loi, Henri Caillavet, 1978. Vous avez eu plus d'une dizaine de lectures sur ce texte. Il y a eu un projet de loi, une dissolution, des textes divisés par deux, des commissions, d'affaires sociales, commissions spéciales, 10 000 amendements, près de 10 000 amendements, dont 500 ont été adoptés, dont la moitié sont des amendements déposés par des opposants. Je veux bien qu'on n'ait pas entendu, qu'on n'ait pas écouté. C'est pas parce que la représentation nationale a voté majoritairement un droit à l'aide à mourir. On peut toujours être contre. La France, depuis hier, s'est dotée d'une loi sur l'aide active à mourir. Tout le monde a été écouté, tout le monde a été respecté, tout le monde sera entendu, respecté, et surtout les premiers concernés, les personnes malades, qui ont quand même été beaucoup ignorées dans ce débat. Et je vous rassure, tous les soignants ont été entendus. Dans les soignants, il y a aussi des soignants qui sont favorables et ils ont été représentés par exemple par France à se santé notamment. Ils étaient autour de la table avec nous. Certains ont souhaité quitter la table. Là, j'y peux rien. Magali Assor, ça a fonctionné en termes de démocratie, c'est-à-dire ce débat qui a été fait peut-être même dans les familles avant même qu'il soit fait par les parlementaires? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'arguments, que tout le monde a pu s'exprimer assez librement dans l'hémicycle, sur les réseaux sociaux. Il y a une structuration quand même des plaidoyers de chacun et je pense que chacun a pu aller jusqu'au bout de ces arguments. Sur le recours constitutionnel, je voulais juste dire, au Portugal, c'est ce qui s'est passé. Pour aller au bout du processus. Et le Conseil constitutionnel portugais a invalidé un certain nombre de dispositions. Donc je pense que c'est important que cette loi, qui est passée avec un écart faible, puisse être vraiment validée juridiquement. Alors, un mot, Jeanne Amouroux, sur parler là, justement de cette clause de conscience. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez beaucoup aujourd'hui de vos collègues qui aujourd'hui vont appliquer cette clause de conscience quand cette loi sera applicable? Mais de nombreux. Et surtout, il y a plein de soignants qui se posent la question même de rester dans la profession. De se dire c'était... À cause de ça? Mais bien sûr, on nous demande aujourd'hui, parce qu'en fait, les premiers impliqués autour de cette table, ça va être nous. Ça va être les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, les soignants. C'est à nous qu'on va demander de faire cette injection létale ou alors d'aider les patients à ingérer le produit eux-mêmes. Personne n'a choisi de faire des études d'infirmière ou de médecine ou d'être aide-soignante pour abréger la vie des autres. C'est pas notre métier. Merci beaucoup, en tout cas à vous trois, d'être venus débattre sur ce sujet ce soir sur le plateau de 28 minutes.